L'antisémitisme en France, c'est une histoire récente. Pour en parler, aujourd'hui, j'accueille Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Alors, on entend parler de la montée de l'antisémitisme. Ça a commencé quand cette histoire-là en France? C'était il y Alors, a je crois qu'il 15 ans, il y faut, a 40 ans, il y a 100 ouais, ans? c'est hélas une vieille histoire. Je ne sais même pas si c'est le mot antisémite qui convient d'ailleurs, puisque ça c'est le mot actuel dans lequel tout le monde se reconnaît. En fait, il faut plutôt se dire historiquement que les Juifs ont été persécutés. Plus que ça, vous allez l'apprendre, ont été spoliés dans leurs biens et expulsés depuis dès 533 euh, après Jésus-Christ. Donc c'est une histoire qui a plus de 15 siècles. Et c'est ce que je me propose de vous raconter. Eh bien, c'est parti. Donc, alors, j'attire votre attention sur le fait que je vais dérouler un certain nombre de faits et je vous demande un peu de vous accrocher. Pourquoi? Parce que quand on dit les Juifs ont été persécutés, les Juifs ont beaucoup souffert, ça reste des mots. Et on a envie de dire oui, ok, on le sait, on le dit, quand on est au courant, bien sûr. Et même quelque chose en nous à l'intérieur peut nous faire dire, ouais, on va pas repartir avec ça, oui, ça va, donne-nous un exemple. Et je crois bien au contraire que c'est important non seulement de lister, mais très rapidement, rassurez-vous, mais d'illustrer par de l'historique vrai. C'est vraiment vrai, ça s'est vraiment passé. Et, et j'ai envie de vous dire tout de suite que, hélas, 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 trois fois, la Shoah, c'est comme si c'était une grande finale, et peut-être pas finale, hélas, j'espère que oui, mais d'une triste histoire où tout était déjà en place depuis très très longtemps. Donc j'ai évoqué dans la première séquence un travail que nous avons fait avec les Allemands, avec le ministère de l'Itinéraire sur les marches de vie, et eux, leur leitmotiv, toujours, était plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Et en fait, on entend ça aussi chez les hommes et les femmes politiques aujourd'hui, dans la population, plus jamais ça, c'était trop horrible. Je veux juste dire que le plus jamais ça, c'est pas la Shoah. Le plus jamais ça, c'est l'attitude d'une partie du peuple français et de trop souvent des autorités de France envers les Juifs. Voilà. Donc, revisitons les éléments de cette histoire. Donc, si vous vous souvenez bien, on a eu un fameux roi, Clovis, on dit que c'est le premier roi chrétien hein, qui a été appelé par prophétie à défendre l'église du Christ. Christ, Yeshua, hein, Yeshua HaMashiach, le juif. Et en fait, c'est dès 533, c'est son fils, son troisième fils, Childebert Ier, qui prend contre les juifs qui refusent de se convertir, christianisme bien sûr, un arrêté d'expulsion. Et cet arrêté ordonne, donc on est en 533, à tous les juifs de Paris d'être baptisés sous peine d'avoir les yeux crevés et de venir présider lui-même à son église. Donc c'est cette expulsion qui aura lieu hein, pour tous ceux qui n'ont pas voulu se plier donc à cette injonction sur Paris, sera suivie de 12 autres expulsions identifiées comme telles, parce qu'en fait il y a beaucoup plus que ça, mais que l'on peut identifier comme ça dans l'histoire. Voilà, la deuxième impulsion, c'est en 629 avec le roi Dagobert, le bon roi Dagobert, qui dit la chanson, qui n'était pas du tout un bon roi dans le sens où on l'entend. Mais lui aussi, on est encore sur Paris, mais la capitale de la France, tout commence par là dans notre histoire française, et qui lui aussi exige des Juifs de Paris de se convertir. Et donc, il les a expulsés en grande partie, lui aussi, autant qu'il a pu. Il n'est pas question ici de sévices spectaculaires comme par la suite, mais bel et bien d'expulsion. Or, depuis quelques années, on avait beaucoup de Juifs qui arrivaient d'Espagne, expulsés par les Espagnols, qui étaient sous le régime d'un roi wisigoth. Alors, on va bondir au second millénaire, dans les années 1000 et quelques, mais je veux rappeler ici un événement qui fera date quand même,
c'est fortement dans l'histoire de France. En 1095, le pape français Urbain II, à Clermont, c'est pas encore Clermont-Ferrand, enfin, Clermont-Ferrand, Clermont, prêche la première croisade. Donc, c'est un pape français. Et oui, c'est Urbain II, donc il s'appelait en fait Othon de Châtillon, Champenois. Et donc, il avait promis à tous ceux qui partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés leur sera accordée. Donc, il y avait une promesse qui a enthousiasmé une grande partie du peuple. Et vous savez qu'à l'époque, l'Église mettait un fort accent sur les œuvres méritoires. Bien entendu, la motivation première de ces croisades était de libérer Jérusalem, qui était occupée par les musulmans. Enfin, les musulmans, oui, par les musulmans de différentes sortes, de différentes obédiences déjà à l'époque. Mais ils fermaient les lieux de l'accès aux lieux saints. Donc, il s'agissait de tuer les musulmans, en tous les cas de libérer Jérusalem. Mais il se trouve que, en fait, en grand nombre, les croisés, sur leur chemin, commettront d'incroyables massacres de juifs tout au long de leur parcours. Sur le long des cours de la Seine, de la Loire et jusqu'au Rhin, jusqu'au Danube. Et là, il ne s'agit pas de les expulser, mais de les massacrer ou de les convertir. On dit même que Godefroy de Bouillon, certains ont peut-être entendu ça dans leur scolarité, moi j'ai entendu ça, ce nom, il aurait juré de ne pas partir en croisade avant de venger le sang du Christ, de sorte qu'il ne restera pas de juifs en vie derrière lui. Oui, c'est assez extraordinaire. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, comme on dit, le petit peuple a réagi en grand nombre, en provenance du Berry, avec Pierre l'Ermite, encore un nom dont vous avez entendu parler, et qui a dit oui, Dieu le veut, en provenance d'Orléans, etc., de Champagne, de la région Lorraine, de l'Est de la France. C'est plus de 15 000 pèlerins qui partent de France et qui vont détruire les synagogues et massacrer tous les juifs qui refusent de se convertir, c'est-à-dire la plupart. Et on a cette note, alors je ne vous donne que des notes historiques, au passage, c'est à partir des travaux du docteur Richard Rossin, donc, qui est un juif et qui est cofondateur de Médecins du Monde et qui est impliqué dans beaucoup d'actions pour la paix auprès des juifs et pas seulement. Donc, je reprends un peu une partie de ces travaux. Et donc, il est noté dans l'histoire que le 15 juillet 1099, après les épouvantables massacres des habitants de Jérusalem, les croisés ont rassemblé les survivants juifs et les ont brûlés tous dans une synagogue. Alors, vous voyez que là, le ton est donné. On entre dans ce deuxième millénaire, le ton est donné, et ça va aller, hélas, crescendo. Alors, il est convenu de noter en 1182 que c'est la troisième expulsion des Juifs de France, et c'est sous Philippe Auguste, alors encore un grand nom, pour ceux qui se souviennent de leur histoire, Philippe Auguste, le roi de France. En 1181, il les fait arrêter un jour de Shabbat dans leur synagogue, il les dépouille de leur or, de leur argent, de leurs vêtements, puis il les libère en échange de 15 000 marques or, qui était une monnaie très, très, très lourde à l'époque, et il fait annuler toutes les dettes qui ont été contractées à leur égard, et donc, tout le monde s'enrichit sur le dos des Juifs. Alors, le 10 mars 82, il prend un édit qui les expulse et qui les dépouille de tous leurs biens restants. Donc, arrive en France une mode chez les rois, qui est la spoliation des Juifs pour s'enrichir, toujours pour s'enrichir. Et voilà, on choisit les Juifs. Au passage, dans cette expulsion, on a des choses qui ont été visibles pendant longtemps. Par exemple, la vieille synagogue de Paris, dans l'île de la Cité, devient l'église Marie-Madeleine. L'ancien cimetière au croisement des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain sera donné à la Sorbonne. Et oui. Et les Pelletiers vont recevoir les maisons des Juifs de la rue de la Pelletrie, de aux fleurs, les drapiers, celles de la rue de la Draperie, devenue rue de Lutèce, et le roi fait construire le marché couvert des Halles sur des terrains confisqués aux Juifs. Vous savez que les Halles, tels qu'ils ont été construits, sont restés très très longtemps dans le paysage parisien. Donc, voilà un effet visible de comment finalement les Juifs ont enrichi beaucoup par leur spoliation et leur massacre.
Alors, une note sur les Juifs de Bretagne qui ont été expulsés en 1240. La Bretagne n'était pas encore française. Elle fera allégeance que plus tard, à cette époque d'ailleurs, à peu près. Mais là aussi, il y a eu des édits qui ont été pris par le duché de Bretagne et qui ordonnaient l'expulsion et dans des termes terribles. Et on pouvait assassiner les Juifs. Il est mis dans l'édit, personne ne sera accusé ou mis en jugement pour avoir tué un Juif. Donc c'est hallucinant de lire ça aujourd'hui, mais c'est bel et bien l'histoire de notre pays. Alors bon, les Bretons, levez-vous pour prier pour les Juifs et pour Israël, hein, ceux qui ne sont pas au courant de tout ça. En fait, ça concerne toutes les régions de France. Donc les Juifs, tous les Juifs ont quitté la Bretagne à cette époque. Entre 1254 et 1271, la quatrième expulsion, elle est notoire parce qu'elle est le fait de Louis IX et qui sera appelé par la suite Saint-Louis. Saint-Louis, quelle référence quand même. C'est un saint pour l'Église catholique, quoi, pour l'Église de l'époque. Et ben, c'est lui qui organisera le procès du Talmud. Hein, il fera saisir tous les exemplaires de Talmud pendant que les Juifs sont à la synagogue. Et en juin 1242, nous raconte l'histoire. Au passage, je fais une petite pause, une histoire que vous n'avez jamais lue dans vos livres d'histoire et qu'aucun prof d'histoire ne vous a raconté à l'époque. Et c'est un peu dommage. Mais l'histoire officielle existe quand même. Ce que je vous dis, ça peut se trouver partout. Donc je reprends. En juin 1242, 24 chartés du livre furent livrés au duché. Louis IX partira en croisade, longuement, futur Saint-Louis, et en 1259, il impose le port de la rouelle. On y reviendra dans une autre séquence. Un morceau d'étoffe jaune, ça vous dit quelque chose? Il suivait l'avis du concile de Latran en 1215, donc ce n'était pas français comme a dit, mais en fait la France y a obéi avec zèle, et en particulier donc Saint-Louis. Et il exigeait qu'on le porte dans le dos et sur la poitrine, pour être sûr qu'on repère bien un juif. Donc voilà pour Saint-Louis, c'est pas une histoire très, très simple, c'est le moins que l'on puisse dire. En 1306, on identifie la cinquième expulsion et avec la légalisation très officiellement des spoliations de juifs. Bon, c'est important de noter ça parce que on y reviendra dans une autre séquence, mais ce qui a beaucoup choqué ceux qui s'intéressent à la Shoah, c'est que non seulement les juifs ont été raflés, ont été envoyés en camp de concentration, mais on a véritablement, l'État français, la France, a organisé la spoliation de tous les biens juifs. Et quand on pense à ça, quand on pense que l'on expulsait des juifs, qu'on les raflait, on les envoyait dans des camps, et que l'appartement encore tout chaud, voilà, comment dire, plein de ces meubles, était loué à des Français non juifs, légitimement, il y a une sorte d'écœurement qui devrait monter en nous. Et c'est pour dire que ben, c'est pas que Pétain qui a inventé ça, quoi. C'était dans notre histoire. Donc là, c'est Philippe le Bel, encore un roi de France célèbre. Alors, l'histoire dit, ceux qui s'y intéressent de près, que c'est lui qui a été le plus dur envers les Juifs. Bon, j'ai du mal à dire ça parce que je trouve que beaucoup ont été très, très durs. Alors, pourquoi le plus dur? J'ai du mal à identifier, encore les autres ont été moins durs. Enfin, donc là, il va légaliser les spoliations et avec des taxes qui vont tomber systématiquement sur les Juifs, pas sur les autres, hein, et avec des expulsions quand elles sont payées même. Et donc, expulsion des Juifs de Nevers, des Juifs d'Angers, etc. Juste un exemple, c'est pour dire que le trésor royal a été extraordinairement enrichi par toutes ces spoliations. Il est dit que jusqu'en 1311, les saisies ont représenté 17% des revenus de la couronne. 17%, c'est énorme, par la spoliation des Juifs. Donc voilà, je vous laisse ça à méditer. Comment la spoliation des Juifs a permis une prospérité matérielle, spirituelle certainement pas, mais de la France de l'époque. Donc voilà, ça en particulier, bon, c'est un petit clin d'œil pour
pour Toulouse, mais ça a en particulier enrichi l'administration royale dans la sénéchaussée de Toulouse, avec la spoliation des Juifs de tout le Languedoc. Ça a enrichi la région de Toulouse. En tous les cas, cette cinquième expulsion, qui en fait est comme une longue histoire sur plusieurs années, puisque les ventes aux enchères vont durer officiellement, les ventes aux enchères des biens des Juifs pendant 5 ans. Hein, pendant 5 ans. On dit que c'était irrémédiable pour le judaïsme français. Et au passage, on a réalisé, mais trop tard, que ça a été catastrophique pour la marche de l'économie du royaume. Et oui, et oui, et oui, parce que petit à petit, ayant moins de juifs, il y avait moins de revenus. Hein. Bon, la sixième expulsion, je vais accélérer un peu, est identifiée en 1320 sous Philippe V le Long, avant que lui-même manifeste les expulsions de juifs. On note en Normandie, partant du Mont-Saint-Michel, qui était un haut lieu chrétien, catholique, une seconde croisade qui édite des pastoraux. Très joli comme terme. La croisade des pastoraux, ça fait presque petit roman à lire tranquillement sous un arbre au soleil. En fait, elle va gagner Paris, cette croisade, après avoir traversé toute la Normandie. Elle va massacrer et piller les Juifs. Donc, elle va dévaster la Saintonge, le Périgord, la Guyenne, la Navarre. Elle remonte la Garonne, elle atteint Toulouse, Carcassonne, Narbonne. Elle laisse derrière elle un hallucinant cortège de massacres de Juifs. Des centaines de communautés qui s'étaient reconstituées disparaissent. Donc, Philippe V lui-même prendra la main et va lui aussi ordonner des édits d'expulsion. C'est vraiment frénétique. On a du mal à se l'expliquer. Enfin, ça serait l'objet d'autres séquences vidéo pour entrer dans le sujet. Mais il y a vraiment comme un délire diabolique. Et Philippe V, enfin, c'est plutôt son frère, qui est le successeur, qui mettra en œuvre. Mais rien qu'à Paris, il va récolter 150 000 livres, c'est une somme absolument considérable. Et les expulsions qu'il va signer concerneront tous les Juifs de France, tous, de Bourgogne, etc. Et hélas, beaucoup vont arriver en Aragon, Espagne, et là, ils subiront des persécutions espagnoles. Et c'est terrible, terrible. Alors, sous Philippe VI, à noter aussi la peste noire, donc, qui était terrible, hein, une virulence extrême dans toute l'Europe. Hein. Aucun endroit n'est épargné. On dit jusqu'à 30 à 60% de la population européenne est morte. 7 à 17 millions de Français, ouais, la fourchette est large, même si c'est la fourchette basse, c'est beaucoup. Et évidemment, les Juifs sont accusés alors qu'ils en meurent, comme des autres, comme des autres. Mais on les accuse du fléau. C'est à cause d'eux qu'il y a la peste, au seul motif qu'ils sont juifs. Ça vous dit rien, ça, pour l'époque d'aujourd'hui? Hein? L'antisémitisme, pourquoi? Parce qu'ils sont juifs, c'est tout. Et pourquoi? Parce que. Donc, on met ça aussi, c'est de la réflexion sur le parce que, sur le pourquoi, serait l'objet d'une autre, d'une autre vidéo. Et il faudrait vraiment prendre un peu de temps pour entrer là-dedans. Bon, en tous les cas, voilà, les hordes sillonnent la France entière et massacrent partout, jusqu'en Alsace, en Provence, pendant 5 ans, là encore. C'est terrible, terrible, terrible. Alors, il y a une 7e expulsion à la fin du XIIIe siècle, du XIVe siècle, 1394. On l'appelle la définitive. Elle n'est pas définitive, mais sous Charles VI, qu'on appelait le roi bien-aimé, lui aussi Charles VI le bien-aimé. On est pendant la guerre de 100 ans, et évidemment, si la France se porte très mal, parce que ça coûte cher de combattre l'Angleterre pendant aussi longtemps, et bien sûr, on accuse là aussi les Juifs de tout. Des finances exsangues du royaume, la misère, la famine. C'est eux, bien sûr, qui empoisonnent les puits en collusion avec les lépreux, responsables de tout, de tout. Et donc, Charles VI va lui aussi sortir un édit, et où il dit que sans exception ni privilège, voilà, tous les Juifs devront soit se convertir, soit être expulsés. Et il ajoute, il finit son édit en disant, comme les Juifs sont responsables de la famine, avec leur départ, nous ne souffrirons plus jamais. Donc, on constate par la suite que la France est durablement exempte de Juifs et l'acharnement à expulser
les Juifs de France ont été pires que partout ailleurs. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est pas pour se taper la tête contre les murs, c'est juste pour se dire mais comment ça se fait? Comment je suis dans ce pays et est-ce que quelque chose me revient de réaliser ça, de méditer là-dessus et de me dire non, une fois de plus, je me lève quoi. C'est pas possible. Donc il y a une huitième et neuvième expulsion. Je pourrais les passer presque sous silence, mais on se demande pourquoi les passer sous silence, parce qu'elles ne sont pas moindres. Mais voilà, ça a eu lieu là encore un peu partout en France. Donc 1491 et 1501 pendant 10 ans. Beaucoup de Juifs vont partir sur la terre qui désormais s'appelle la Palestine, en Afrique du Nord. Bon, je signale que c'est cette expulsion qui en Afrique du Nord va faire apparaître des gens comme les Sarfatides ou les Narbonites. Donc peut-être que quelques familles se reconnaîtront là-dedans. Donc on voit que plus de 1000 ans après leur arrivée en France, il ne reste plus de communauté juive. Euh, c'est incroyable. Mmh. Alors à noter comme ça, c'est pour dire, pour illustrer l'acharnement. En 1615, on parle d'une 10e expulsion que l'on appelle l'absurde. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle est due à Louis XIII et qu'il n'y a officiellement plus de juifs en France. Et pourtant, il signe des arrêtés d'expulsion de tous les juifs. Et il n'y en a plus. Alors, les analystes disent que c'était peut-être pour mettre dans la corbeille pour le mariage du roi avec l'infante d'Espagne, et Anne d'Autriche, qui était, voilà, appartenait à une famille très antisémite aussi. Ou bien Mmh. pour prévenir aussi, puisqu'on est dans la création de la Nouvelle-France aux Amériques, où Champlain a fondé les villes de Trois-Rivières et de Québec en 1608. Voilà, c'est peut-être pour ça. Mmh. Ça sera suivi en tous les cas en 1683 de l'expulsion des Juifs des Antilles. Donc voilà nos frères et sœurs des Dom-Tom. Et tout ça sur la base du Code noir, parce que dans le Code noir, donc, qui était contre les Noirs, il y a aussi cette mention, tout, ordre à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois à compter du jour de la publication des présents. Voilà, ça sera suivi en 1524 de l'expulsion des Juifs de la Louisiane. Et on fait tout un bond, où il y aurait beaucoup de choses dans cette période, et là, on se retrouve avec la triste période des années 30 et 40, avec la 13e expulsion, Mmh. que l'on appelle voilà, la dernière, la déportation et la mort. Voilà, ben c'est avec cela que l'on s'arrête et voilà. Dans la prochaine séquence, on regardera d'un peu plus près comment, au-delà de ces expulsions historiques, donc on peut se retrouver en cherchant partout dans des documents, hein, c'est dans Internet en particulier. Voilà, mais c'est une chose d'expulser, on a du mal à expliquer la haine, et c'en est une autre aussi que de regarder comment la France, avec des intellectuels, avec différentes actions, a alimenté aussi la haine du juif, a donné un prolongement à la haine du juif alors même qu'elle ne les expulsait plus. Mmh. Et ça surtout au 19e et au 20e siècle. Ouais. Voilà, à la prochaine séquence donc. Ça marche. Tu nous avais prévenu que ça serait un peu lourd, non pas parce que tu ne l'aborderais pas de la bonne façon, mais parce que ça ça rajoute des coups de massue, ça le rend tangible, ça touche tous nos territoires. Aucun territoire, de Hmm. l'Hexagone n'est exempt d'actes anti-juifs. Et oui, effectivement, je suis intéressé de voir cette prochaine vidéo où tu vas nous expliquer, comment ça se passe au niveau du niveau intellectuel, au niveau de la philosophie, au niveau de la pensée, comment on peut entretenir, une haine du juif, et comment on l'a fait pendant autant d'années dans notre pays. Alors, je me réjouis pas d'avance, mais à très vite quand même pour en apprendre encore plus et se positionner mieux dans la prière. Merci Bernard, à bientôt. Bientôt.